Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Confidence sportive, le podcast des émotions du sport. Et aujourd'hui, un nouvel épisode, on va parler de natation avec un futur exploit qui se met en place avec un nageur issu de la Moselle. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théo Goyot. Bonjour Théo. Bonjour, merci pour l'invitation. Théo, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Alors on va parler de ton projet. Qui est un très beau projet. On va l'expliquer pourquoi un peu plus tard dans l'épisode. Et avant de commencer, pour revenir sur ton parcours, toi qui étais nageur, comment t'es venu au bassin de Metz pour tes premières fois dans l'eau ? Tout simplement, j'ai commencé à nager dans le petit club de Boulay, donc le club qui était tout simplement proche de mon village. Mes parents voulaient tout simplement que je sache nager pour être tranquille en vacances. Et puis j'ai pris goût à la compétition, j'ai augmenté de niveau et de paliers un peu, départementaux, régionaux, etc. Et j'ai fini par atterrir au club de Metz, qui était la grosse structure à côté de chez moi. Qu'est-ce qui te plaisait justement dans la natation ? Je sais pas spécialement ce qui me plaisait, c'est que j'ai retrouvé, c'était un bon moyen de se dépenser, de la compétition, j'aimais beaucoup ça aussi. Et puis voilà, rien de spécial. Alors, tu as fait beaucoup de sport aussi à côté, d'autres disciplines ? Non, je me suis vraiment... j'ai jamais fait d'autres disciplines. Après, la muscu, c'est rajouté forcément dans la préparation. Mais en sport, en club, j'ai fait que de la natation. Et quel a été le déclencheur au final de ce projet un peu fou, puisque tu passes des bassins à complètement autre chose avec la traversée de la Manche. Comment t'es venu ce projet un peu fou ? Du coup, j'ai fait du haut niveau jusqu'à 2021, si je dis pas de bêtises. Et pendant un an, après, je m'étais un peu calmé sur les entraînements. Je continuais un peu la muscu, j'allais une fois dans l'eau par semaine. Mais je me suis vite retrouvé avec un petit manque quand même. Et j'avais envie de relever un défi qui soit vraiment personnel, que je construirais de A à Z. Et j'ai cette idée de la traversée de la Manche, qui est considérée comme l'Everest de la natation. Et je me suis dit, j'avais envie d'un défi où j'étais incapable de le faire aujourd'hui. Quand j'y avais pensé, donc il y a un an maintenant, un peu plus. Et puis voilà, ce projet s'est construit, il a mûri, je me suis renseigné, je me suis dit que c'était possible et qu'il faudrait bosser pour ça et que ça me permettrait de continuer à nager sans forcément rester dans une piscine. La natation, tu étais sur quel type de distance ? Moi, je faisais du 400 mètres 4 nages. Ok, donc tu n'étais pas que sur du sprint, quoi. On était Non, vraiment sur de la longueur. Par rapport à une traversée de la Manche, c'est un peu du sprint, mais oui, non, c'est des longues distances. C'est de l'endurance tout simplement dans la natation. Ce projet de traverser la Manche, qui est surnommé l'Everest de la natation, tu l'as mis aussi en place par rapport à une bonne cause, une association que tu vas mettre au profit de ce beau projet. Comment ça s'est mis en place et pourquoi cette cause-là ? Alors tout simplement, j'avais envie de représenter une cause pour apporter à mon tour mon aide à des personnes. Je me suis dit que c'était forcément l'occasion, que j'allais forcément devoir parler un peu de ce projet et de mettre en avant une cause. Donc je me suis rapproché de l'association Une main pour un espoir. J'avais envie de faire une action tout simplement pour des enfants qui étaient dans le besoin. Et donc j'ai tout simplement appelé cette association. Le contact est plutôt bien passé. Je me suis dit que je pourrais leur faire confiance. Et donc ils étaient aussi intéressés par le projet. Donc on a lancé la construction de ce projet ensemble. Là, on est à peu près à quelle époque le premier contact ? Donc, tu as eu l'idée du projet il y a un an, mais concrètement avec l'association ? Alors, l'idée du projet, je l'ai eu à peu près il y a 1 an et demi maintenant. Et du coup, le premier contact, c'était il y a 1 an maintenant. D'accord, ok. Le défi, alors forcément, c'est de traverser la Manche, mais traverser la Manche dit déjà longue distance. Ouais. Et puis aussi les conditions météorologiques et forcément la température de l'eau. C'est ça. C'est quoi le plus grand défi des trois ? Est-ce qu'il y a un des trois que tu anticipes ou que tu travailles plus qu'un autre ? Comment tu vois la chose ? Alors forcément, il y a l'endurance. L'endurance, moi, je l'ai déjà bossé dans l'eau. On nageait pas loin, des fois, dans les 16 bornes par jour. Donc là, la traversée, elle représente à peu près entre 32 minimum et 40 km de nage. C'est pas ce qui me fait le plus peur, même si ça va être très long et ça va sûrement être très dur, il n'y a pas de souci. Mais ce que je redoute vraiment, c'est le froid.
parce que bah, moi, j'ai toujours nagé dans une eau à 27 degrés jusque-là. Et là, on se rapproche d'une eau qui sera entre 16 et 18 degrés. Donc forcément, ça change la donne et j'ai pas envie de tomber en hypothermie pendant. Et j'ai quand même envie d'apprécier ces 10 heures de nage. Quand tu dis c'est entre 32 et à peu près 40 km, Ouais. ça va dépendre de quoi? Est-ce que ça dépend aussi du vent, de l'eau, de... Ça dépend tout simplement des courants. En fait, il y a un premier courant ascendant. On va partir d'Angleterre pour aller vers la France. Donc le premier on va faire un beau S comme ça. Et donc en fonction de la force de ces courants, de la vitesse du nageur, si on dérive plus ou moins vite. Donc ouais, ça peut rajouter des kilomètres assez facilement. Par rapport à ça, tu as aussi une équipe qui t'entoure et qui sera là sur la course. Il faut aussi Ouais, le oui, rappeler. oui. Ça se matérialise comment? Tu as un coach, tu as une équipe médicale, ça se met comment en place? Bah, j'ai déjà des proches à moi qui seront là pour me ravitailler. Il y a des ravitaillements qui seront faits bah, tout au long de l'épreuve. Moi, j'ai pas le droit de toucher le bateau, donc il y a en plus une personne qui va surveiller, qui est pas, on va dire, de triche ou qu'on reste dans les règles. Donc ça sera une personne, il y a 2 associations anglaises qui gèrent ça. En plus de ça, il y a donc un pilote qui va nous permettre d'avoir ce bateau qui nous suit. Et moi, je suis en plus passé par un coach anglais qui va me permettre aussi déjà de faire cette communication avec le pilote, parce qu'il faut savoir que le nageur donne la vitesse de croisière, on va dire, et c'est le bateau qui donne le cap à suivre. Et la température, évidemment, c'est ce que tu Ouais. as dit à l'instant. 18 degrés, comment tu t'entraînes pour justement que ton corps s'habitue forcément en amont de l'événement? Ouais, bah moi déjà au quotidien maintenant, bon là j'ai le gilet, mais c'est assez rare, je reste quand même, j'essaye de rester le moins couvert possible. Après, toutes les semaines, je me fais un petit bain froid dans le jardin de mes parents. Il y a un petit bain froid. J'ai un sponsor qui me l'a envoyé, Aspiration, qui m'a permis tout simplement de m'entraîner maintenant depuis 1 an. Et puis ces douches froides au quotidien. Les premiers bains froids, c'était comment? Ah, c'est une belle découverte. C'est difficile à s'habituer à ça. Mais avec le temps, le corps aussi s'y habitue. C'est de moins en moins violent. Et on y prend même du plaisir maintenant. Pour les sportifs de haut niveau, c'est très bon pour la récupération. Ouais, ouais, il y en a plein qui s'en servent pour la récupération. Et bon, même moi, je pense que ça m'aide en fait dans mon entraînement au quotidien à récupérer aussi, quoi. Alors, l'événement, forcément, ça approche. Ouais. Comment tu te prépares aussi mentalement? Est-ce que tu as un suivi particulier? Est-ce que tu vas profiter de l'expérience que tu as eue du haut niveau déjà? Bah, j'ai pas de suivi avec un coach ou etc. Je pense que oui, forcément, l'expérience que j'ai eue du haut niveau m'aide mentalement. J'ai fait beaucoup de compétitions où il y avait un gros stress avant. Je pense que le stress va être semblable, hein. C'est une grosse épreuve que j'ai préparée pendant plusieurs années. Ça va être assez similaire. Il va falloir réussir à ne pas se faire prendre par ce stress et réussir à garder le contrôle. Et même pendant la traversée, je vais forcément me renseigner un peu, mais je lis des livres sur des gens qui ont déjà fait ça pour savoir un peu dans quelle phase mentale on peut passer pendant ce genre d'épreuve. Et je vais faire d'autres entraînements qui vont être très longs et qui vont me permettre de me rendre vraiment compte de ce que c'est, quoi. Il y a des statistiques Ouais. qui sont sorties par rapport à cette traversée de la Manche. Est-ce qu'il y a plus de réussite que d'échecs? Non, il y a beaucoup plus d'échecs. On est à peu près à 20% de réussite. Et dans les réussites, il faut savoir qu'on compte aussi les gens qui le font en relais. Donc, il n'y a pas tant de réussite que ça en individuel. Euh, je crois qu'en France, on a si je dis pas de bêtises, une bonne trentaine de personnes qui l'ont déjà fait. Faudrait vérifier. Mais non, on n'est pas nombreux à réussir cette traversée. Pourtant, on est très nombreux à la tenter tous les ans, quoi. Et tu l'expliques comment? C'est par un manque de préparation? C'est parce que ça dépend aussi du corps humain? Ça dépend de comment on le prépare? Ouais, je pense que ça dépend forcément des profils. Il doit y avoir forcément avoir des personnes qui ont été pas préparées, qui ont sous-estimé un peu le projet. C'est pour ça que moi, je me suis laissé quand même 2 ans pour le réaliser, alors que j'ai déjà un bon niveau de nage quand même à la base. Donc, il y a ça. Puis les personnes qui ont peut-être sous-estimé la température. Les conditions aussi? Ouais. Et puis, il y a vraiment ce courant qui pose problème. Il y a un dernier, on va dire, virage avec ce courant qu'on voit souvent sur les tracés, qui est considéré un peu comme le cimetière des nageurs, parce qu'on arrive souvent pour la plupart des nageurs, à plus de 10 heures de nage, et là, il faut réussir à renvoyer une certaine vitesse pour passer en fait ce contre-courant et arriver sur les plages françaises. Et ça, apparemment, si ça a ce nom-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui échouent à cet endroit-là, quoi. À quoi on pense pendant autant de temps quand on nage? Oula, c'est une bonne question. Il y a toujours la technique qui revient. On se rend compte des fois qu'il y a un mouvement qui part. Et sinon, après, on peut penser à des choses vraiment banales, hein, du quotidien.
On est en mode automatique aussi? Ou Ouais, pas? ouais, ouais. Oui, bah, la respiration, les mouvements de bras, même nous, quand on s'entraîne au quotidien, on n'y réfléchit pas toujours, à moins qu'il y ait un point technique à bosser. Mais non, c'est vraiment, ça devient de l'automatisme. Et puis après, oui, je pense qu'il faut réussir à ne pas trop se concentrer sur les douleurs, sur le froid aussi, tout ça, parce que sinon, ça va être très difficile de tenir ça. Il faut réussir à penser à autre chose. Quand tu as annoncé à tes proches que tu allais faire ce défi un peu fou, qu'est-ce qu'ils ont dit comment ils l'ont... Quelle a été leur première impression par rapport à ça? Ah bah ça, c'était assez marrant, parce que bah, il y a eu toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui ont trouvé ça bah, un beau projet, forcément. Mes personnes les plus proches, mes parents, ma copine, se sont un peu inquiétés, forcément, parce que bah, ça reste pas sans risque, hein, on se retrouve en plein milieu de la mer. Mais après, bah, j'ai toujours le soutien derrière moi, les gens qui ont commencé à se renseigner de comment on allait faire pour mettre ça en place. Et voilà. L'association, Ouais. elle te suit au quotidien aussi? Est-ce que tu échanges avec eux sur ta préparation pour leur expliquer aussi comment ça se met en place et quel message toi tu veux laisser, hormis bien sûr ce soutien-là, quel message tu voudrais leur laisser? Alors oui, ils me suivent au quotidien, à chaque fois sur les petits posts, j'ai un petit message, tout ça, donc ça reste très bienveillant sur ce point-là. Le message que j'aimerais laisser, c'est tout simplement que bah, si on se donne les moyens et qu'on travaille tout simplement au quotidien, et c'est ce qu'ils font eux pour les enfants, on peut avoir des bons résultats. Si on peut faire passer aussi ce message aux enfants qui sont dans des situations pas forcément faciles, bah, qui doivent pas lâcher et qui doivent continuer à bosser pour avoir ce qu'ils veulent dans la vie. J'avais lu aussi dans ton dossier, puis on en avait parlé, que tu avais eu Ouais, aussi un accident. ouais. Ça a aussi impacté ton choix de faire ce défi et la cause que tu défends? Ouais, ça a forcément joué parce que bah, moi, dans cet accident-là, donc un accident de la route où j'ai dû repartir de zéro, hein, réapprendre à marcher, rééducation, tout ça, ça a eu un impact dans ma carrière de sportif qui a fait que j'ai décidé d'arrêter, puis derrière de reprendre sur un, un axe différent, on va dire. Et forcément, moi, j'ai reçu énormément d'aide durant toute cette rééducation et je me suis dit que c'était à mon tour de pouvoir l'apporter, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un moment justement aussi dans ta carrière, le fait de reprendre, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à un manque, par rapport à un nouveau projet, un nouveau défi, de se dire que tu peux renager et à bon niveau? Bah, c'est ça, j'avais retrouvé mon niveau sportif suite à cet accident. Après ça, je m'étais dit que bon, j'avais aussi le professionnel hein, qui rentrait en compte, où je m'étais dit, il est peut-être temps d'arrêter le haut niveau. Moi, j'avais réussi à être satisfait de ce retour à haut niveau, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là, hein. J'étais comme, je pense, beaucoup de sportifs, toujours insatisfaits de mes résultats. Pour une fois, j'étais satisfait d'avoir pu dire, bah, je reviendrai à mon niveau, je l'ai fait. J'avais envie de m'arrêter sur cette note positive. Et au bout d'un an, il y a quand même, comme je l'ai dit, bah, ce manque, cette envie de projet, de toujours se surpasser. Et je me suis dit, bah, j'ai même pas 25 ans, je peux pas m'arrêter là, quoi. C'est quoi la plus grande leçon de natation que tu as eue justement dans cette carrière-là et qui te sert aujourd'hui et que tu vas pouvoir appliquer pour ce défi? Ouais, je pense que c'est une leçon qu'on a au quotidien, c'est que bah, On n'a ça, rien sans rien? ouais, c'est ça, c'est que bah, faut se lever tous les matins pour aller à l'entraînement si on veut que ça paye en compétition derrière, que voilà, faut savoir serrer les dents, passer par des moments difficiles des fois, et surtout, c'est à ces moments-là qu'il faut pas lâcher. Et voilà, ça a été encore le cas assez récemment. Moi, dans mon projet, il y a eu plein de petites complications. Là, je suis en train de sortir la tête de l'eau, du point aussi personnel où c'était pas la joie. Mais en fait, bon, on lâche pas. Là, je sors d'une compétition, ça s'est très bien passé, ça remet un peu de baume au cœur et ça donne envie de continuer d'aller vers l'avant. Justement, cette compétition, on peut en parler? Ouais. Alors, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as obtenu à la clé de ce week-end-là? En fait, du coup, c'était les championnats de France en eau froide. Je me suis dit, comme bah, je suis en train de m'habituer au froid, j'ai quand même un bon niveau en natation. C'était l'occasion d'aller faire un tour à cette compétition. En plus, c'est un ami à moi, nageur, qui m'a invité à aller là-bas avec lui. Donc, j'ai d'abord été faire un 50 mètres brasse. Ça s'est bien passé. J'ai eu le record de France et un titre, champion de France sur ce 50 brasses le matin, samedi matin. Je réitère l'exploit, on va dire, sur le 100 mètres brasse. Et du coup, c'était le 100 mètres brasse, c'était le samedi après. Et dimanche matin, je m'étais rajouté quand même le 200 mètres 4 nage. En fait, j'augmentais de plus en plus le temps dans l'eau qui était à 4 degrés, hein. Et au 200 mètres 4 nage, j'ai carrément réussi à faire un petit record du monde.
Donc forcément, c'est une discipline qui est assez récente, donc il n'y a pas énormément non plus de records, mais c'est sympa d'avoir pu laisser sa trace là-dedans. Ça te booste pour la suite, justement? Ouais, ouais, bah c'est vraiment. Ça montre que je suis quand même sur la bonne voie, que le niveau est toujours là, que le corps répond aussi dans l'eau. Donc il n'y a pas de raison que ça aille pas pour l'instant. Pour l'entraînement, pour préparer une aussi grande distance, Ouais. est-ce que tu montes petit à petit en distance d'entraînement? Et c'est quoi la limite de ce que tu peux faire? Parce que forcément, nager autant de kilomètres à l'entraînement, c'est pas jouable en une fois, quoi. Ouais, bah j'ai échangé avec différentes personnes là-dessus. Déjà, il faut savoir que pour partir sur la traversée de la Manche, il faut réaliser une nage de 6 heures. Donc forcément, ça rentrera un peu dans l'entraînement, hein, ça se fait pas n'importe comment. Et oui, un peu comme je pense on prépare un marathon où on va s'entraîner tous les week-ends à au début faire des 10 bornes, après des 15, des 20, des 25. Je pense que forcément, il faut se rapprocher voilà, des 25 km. Après, ça se fait pas tous les week-ends, hein, forcément. Mais oui, je vais essayer de faire un plan comme ça assez précis. J'avais échangé avec la personne qui a le record du monde de la traversée de la Manche. Elle avait fait une préparation un peu dans ce style-là. Donc, je vais essayer de suivre ses traces, tout simplement. C'est pas mal du tout. Justement, de s'inspirer des plus grands. Cette aventure, pour toi, qu'est-ce que tu espères en tirer à titre personnel? Est-ce que c'est de te découvrir différemment? Est-ce que c'est d'encore plus être dans le partage par rapport à l'association? C'est un mix de plusieurs choses. Ouais, je pense que c'est un mix un peu de tout ça. Il y avait déjà le côté purement sportif où j'avais envie d'accomplir quelque chose. Bah voilà, j'étais pas capable de le faire il y a un an. Aujourd'hui, je m'en rapproche. Donc, continuer à évoluer sportivement. Continuer à se découvrir aussi soi-même, hein, forcément. C'est plein d'épreuves où on se découvre. Et oui, bah, il y a aussi tout ce côté humain qui était important pour moi de rajouter parce que jusque-là, bon, je le partageais avec mes camarades dans l'eau, avec les coachs, tout ça, les personnes qui sont du bassin. Mais là, ça me permet pour une fois de communiquer un peu sur tout ce qu'il y a autour. J'ai plein de retours de plein de personnes qui s'y intéressent et il y a beaucoup d'échanges et même humainement, un grand apprentissage, quoi. C'est un grand. En parallèle, tu as validé tes études. Ouais. C'était quelque chose de compliqué aussi de concilier le sport de haut niveau, les études et puis là le défi. Bah forcément, ça n'a jamais été très facile parce que en France, les études, on n'est pas trop aidé pour faire du sport à côté. J'ai eu donc le parcours sport-études au lycée qui était même le plus simple. Après, en post-bac, ça a été très compliqué de mettre en place. J'ai réussi à, on va dire, ne pas perdre d'années d'études. Donc voilà, ça a été des choix à faire à chaque fois sur plutôt aller à la fac plutôt que d'une autre école, etc. Mais c'est un pli à prendre, un rythme à avoir, et puis une fois qu'on s'y tient, ça finit par passer, quoi. Et donc là, tu es salarié, Ouais. donc d'ArcelorMittal. En fait, j'ai fait une alternance chez eux qui s'est finie il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Et aujourd'hui, je recherche tout simplement parce que l'industrie, c'est pas très florissant en ce moment. Et comment ils ont vécu, eux, ce projet-là quand tu leur en as parlé? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce que c'est quelque chose, ils ont été agréablement surpris de voir quelqu'un se lancer sur un défi comme ça? Ouais, j'ai eu, on va dire, mes supérieurs qui se sont intéressés. J'ai encore des messages aujourd'hui, donc c'était très bienveillant. J'ai même eu le CE, le communi- Comité d'entreprise. comité d'entreprise, merci, qui m'a suivi. C'est un de mes sponsors, donc le CE d'ArcelorMittal du centre de recherche de Mézières. Voilà. Donc c'est un plus. Ouais, c'est un plus. C'était sympa de leur part et ça, c'était en plus au début du projet, donc c'était important. Alors justement aussi, on va parler de ce projet-là sur l'aspect économique parce que forcément ça implique des coûts. Ouais. Tu l'as dit, tu es à la recherche de partenaires. Ouais. Tu as créé un dossier, il est en ligne, on peut suivre aussi sur les réseaux. Qu'est-ce que ça implique justement une aussi grande organisation en termes de coûts et comment justement les entreprises ou particuliers d'ailleurs peuvent te suivre et t'accompagner? Alors, tout simplement, il y a beaucoup de dépenses liées à tous ces entraînements. Par exemple, là même, je reviens des championnats de France d'eau froide, donc ça a eu un coût. Il y a un coût lié au bateau qui va me suivre, à toute l'équipe dessus, etc. Donc là, je l'ai estimé à pas loin de 14 000 euros. Parce que je vais faire 2 traversées aussi. Il y a donc celle en solitaire qui est prévue fin août et une première en juin qui va être faite en relais pour tout simplement m'entraîner. Donc tout ça, ça a des coûts. Moi, jusque-là, j'ai fini par créer en fait mon association pour tout simplement permettre la déduction fiscale des différents sponsors qui me suivent.
Et j'ai aussi créé une cagnotte Litchi. Là, je viens d'en remettre une à jour. J'en ai une première que j'ai fini par clôturer. J'en ai rouvert une, tout simplement pour que les particuliers puissent me soutenir s'ils le souhaitent. Tu as été surpris positivement de l'engagement des gens. Comme tu l'as dit, ma première cagnotte, c'est terminé. Des entreprises également. Ouais, bah forcément, c'est pas facile, hein. On se reprend beaucoup de refus quand on recherche des sponsors. Mais les personnes qui décident de participer tout simplement au projet, ils sont souvent très intéressés. Là, on arrive à la fin d'année, je prévois de faire un petit mail à tout le monde pour les tenir informés des évolutions. On me demande souvent de les tenir informés justement, donc ça fait plaisir d'avoir ce soutien-là. Quel rôle joue ton entourage aujourd'hui, toi, au quotidien, sur cette préparation-là? Ils ont accepté forcément ce Ouais. défi. Est-ce que c'est des petits mots de soutien? C'est du soutien aussi peut-être logistique? Est-ce qu'ils t'aident? Comment ça se met en place? Bah oui, il y a forcément de la logistique, hein, mais puis c'est surtout un soutien par leur présence, hein, tout simplement. Ils me voient faire, ils me félicitent quand ils voient que ça fonctionne, ils me soutiennent quand c'est plus compliqué. Et puis oui, il y a de la logistique, hein. Moi, j'ai ma copine qui me suit, qui se retrouve à me surveiller tous les week-ends quand je vais nager dans un lac, qui vient avec moi à l'autre bout de la France pour des championnats. Donc oui, non, faut l'accepter et c'est pas facile. Sur le côté aussi des deux pays, au niveau de la traversée de la Manche, est-ce que c'est compliqué à mettre en place par rapport aux autorités britanniques et les autorités françaises? Bah, c'est assez reconnu. En fait, on passe par des associations qui, eux, gèrent ça. On va devoir donner tout simplement tous nos papiers, passeports, etc. Et après, c'est un peu eux qui gèrent ça. Donc, c'est pas facile, mais c'est pas la chose la plus compliquée non plus, vu que c'est une traversée qui est reconnue, qui est bien organisée. Mais oui, il y a aussi en fait, beaucoup de dépenses qui vont être faites du coup en Angleterre, et ça, c'est aussi un peu compliqué dans la logistique. Ok, parce que du coup, c'est vrai que vu qu'il y a deux pays qui sont mobilisés, c'est sûr que Ouais, derrière, il y a un peu d'organisation. c'est ça. C'est mieux au niveau de la protection. Quel message tu souhaites transmettre justement à ceux qui ont des projets comme toi, qui hésitent à se lancer? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Alors, moi aussi, il y a forcément, je me souviens, hein, du soir où je me suis dit: «Allez, c'est bon, je me lance dans ce projet que j'ai en tête depuis quelques semaines». C'était un soir à la salle où j'en avais marre de pousser un peu sans objectif, des barres. Et je me suis dit: «Allez, je me lance». Bah, ça m'a rien coûté, au contraire, ça m'apporte tellement que je regrette pas ce choix. Et ça a été compliqué. Faut pas hésiter à demander de l'aide, aux gens, autour qui vont nous informer de comment faire. Il y a toujours une personne assez proche qui peut nous donner, le bon conseil et puis, pas lâcher, quoi. Pas lâcher jusqu'au bout, surtout. Ouais, c'est ça. Tant qu'on n'est pas arrivé. Si tu pouvais parler au petit Théo qui a débuté la natation il y a quelques années en arrière, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Avec le chemin parcouru sur la natation, là, sur ce projet-là, l'évolution elle est assez grande. Ouais, je lui dirais fonce, hein, arrête d'hésiter parce que, j'ai beaucoup hésité à aller en sport-études, à continuer après et cetera. Au fond de soi, on a toujours la réponse, hein, quand on se pose la question, donc n'hésite pas, fonce et peut-être profite un peu plus. Je me prenais beaucoup la tête pour des histoires un peu bêtes et je me rends compte que dans le sport, c'est au moment où on s'amuse qu'on est le meilleur, quoi. C'était quoi? Tu étais souvent dans la réflexion? Ouais, j'appréhendais, je mentalisais un peu trop les différents championnats que j'ai fait, tout ça. Alors que maintenant que j'ai réussi à m'enlever cette pression, l'accident m'a aussi beaucoup aidé à déconstruire un peu tout ça. En fait, je m'amuse et j'ai jamais été aussi bon, donc c'est cool. La maturité aussi? Ouais, Il y a un âge où peut-être qu'on passe un cap? ouais, je pense. Voilà, encore une fois, moi, ça a été ce passage par l'accident, cette reconstruction qui m'a un peu changé là-dessus. Et je pense qu'il y a d'autres nageurs qui l'ont eu différemment. Est-ce que tu t'inspires aussi de personnes au quotidien, que ce soit tes proches, des personnes que tu as rencontrées ou des sportifs de haut niveau, pour justement te dépasser à chaque fois et atteindre cet objectif-là? Alors, j'ai pas de nom précis à donner parce que je suis pas très fan des personnes, mais à chaque fois, je me dis, si cette personne-là a réussi, tout simplement, pourquoi pas moi? Je me renseigne sur la traversée de la Manche. J'ai notamment lu le livre de Steve Nard, qui est connu sous le nom Steve Le Phoc. Tout simplement parce que dans son livre, il donnait un peu toutes les billes pour aller au bout de ce projet-là. Et forcément, je regarde ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et puis, on se dit, s'ils y arrivent, je peux le faire. Parfait, en tout cas on te le souhaite. Merci. Rappelle-nous donc la date et comment on peut suivre tes projets sur les réseaux. On te suit où?
J'ai fait une page Facebook, Instagram, Théo défie la Manche. Et puis la traversée, elle est prévue pour fin août 2025. Et fin août, début septembre. Ça sera, j'ai pas une date précise, ça sera en fonction des conditions météo, quoi. Ça sera mis évidemment sur les réseaux sociaux. Forcément, ouais. Et pour te soutenir, donc du coup, les cagnottes qui sont en ligne. Ouais. C'est une cagnotte Litchi, pareil, Théo défie la Manche. Voilà. Parfait. Et ben écoute Théo, merci pour l'échange. Donc on sait comment te soutenir. Ouais. On te souhaite le meilleur pour cette aventure. Il reste la dernière ligne droite, c'est la plus dure, mais Ouais. ça va être la plus excitante. Et puis on suivra forcément cet exploit qu'on te le souhaite pour toi et pour l'association. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'épisode. Si tu avais c'est le rituel, la dernière question, un sportif ou une sportive que tu aimerais entendre dans le podcast, ça serait qui? Forcément, on a notre Léon Marchand, hein, qui a un discours qui tient la route et il a la tête sur les épaules et il a un parcours aussi très intéressant. Tu l'as vécu comment ces Jeux Olympiques? Moi, du coup, je l'ai vécu sur mon canapé, hein, forcément, comme plein de monde. J'ai quand même été voir le 400 mètres 4 nages de Léon, j'étais sur place. Et c'était une très bonne ambiance, très heureux de voir toutes les personnes qui découvraient en fait un peu la natation et qui m'en parlaient, qui disaient « Ah ouais, mais en fait, du coup, tu le connais, tout ça. » Non, c'était vraiment super. Et alors, c'est vraiment un extraterrestre? Ouais. Ouais, non, il est dans un autre monde, mais on lui souhaite de continuer. Et puis les Français, donc Cocorico. Ouais, c'est ça. Parfait Théo, merci en tout cas pour cet épisode. Vous retrouvez le podcast en version audio, bien sûr, et sur toutes les plateformes d'écoute, et en version vidéo également sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook et le compte Instagram de Théo pour le suivre, et bien sûr de le soutenir dans ce beau projet. À bientôt.